Voilà, on est en direct. Alors, salut à tous. Je vous avais dit dans un live précédent que Dominique Paris serait en France et on aurait donc la chance de l'avoir pour nous parler un petit peu de son expérience. Alors, je vais le laisser se présenter parce que c'est mieux que ce soit lui qui le fasse et je vais lui poser des questions donc un peu il va nous expliquer un petit peu son parcours autour de la boxe et de la préparation physique aux États-Unis. Bien, ok. Bonjour à tous. Je suis de passage en France, effectivement. La preuve, c'est que je suis avec Stéphane là, donc chez lui, dans sa salle d'entraînement. Et donc je suis de passage en France très très rapidement, seulement quelques jours. Et donc je rentre sur Las Vegas dans la semaine prochaine. Donc voilà, Stéphane, tu veux que je me présente un petit peu, peut-être? Alors, déjà, pour les gens qui font de la boxe, ouais, je pense que ouais, ils me connaissent la plupart. Voilà, donc tu as préparé qui le plus gros athlète que tu as préparé? Bien sûr, aux États-Unis, c'est Oscar de la Hoya, hein, bien Voilà. sûr. Bon, ça, je crois à peu Tu l'as près. préparé combien de temps? Sur 7 combats pro, donc sur un laps de temps de 4 ans. Donc Oscar, maintenant ça remonte à quelques années parce que Oscar il a arrêté maintenant il y a un certain nombre d'années, quoi. Mais je l'avais préparé sur les débuts, hein, quand il était en poids super léger et jusqu'en welter. Donc ensuite, bien sûr aussi, vous connaissez tous, c'est Julien Lorcy. Julien, je l'avais préparé. Malheureusement, je l'ai pas beaucoup préparé. J'ai préparé seulement sur un combat. Là, ça remonte déjà à pas mal d'années déjà. C'était en 99, je me souviens, 99 à Bercy. Bon, au niveau des Français, en fin de compte, j'ai pas travaillé avec beaucoup de Français. J'ai conseillé un petit peu Christophe Canclot à un moment donné, qui avait un sacré potentiel. Christophe, un gros potentiel. Sinon, bien sûr, j'ai conseillé, de temps à autre, un certain nombre de boxeurs, hein, qui se sont connectés à moi. Ça arrive toujours, même de temps en temps, notamment via Facebook. Certains d'entre vous, peut-être, je ne sais pas qui est là, mais certains d'entre vous parfois me posent des questions. J'essaye d'y répondre. Et sinon après, ces dernières années, j'étais bien sur Los Angeles et là j'ai travaillé avec certains boxeurs de là-bas, notamment de chez Golden Boy Promotion, des jeunes qui sont pas très connus, qui ont du potentiel, du gros potentiel, donc notamment José Zepeda, pour ceux que vous connaissez peut-être, je ne sais pas, qui est classé, c'est un plaisir à travailler avec ce genre de gars parce que c'est un puncher naturel, quoi. Et puis doué, athlète complet, très doué, donc c'est vraiment un plaisir. Ça aide, hein, c'est sûr. Hein. Sinon, il y a d'autres jeunes aussi là qui sont en train de monter, Donc pour l'instant, on en est là, quoi. Et voilà. Tu peux nous parler, parce que je pense que les gens, connaissent tous dans le milieu de la boxe Oscar De La Hoya. Ouais. Tu peux nous parler un peu, si tu as des anecdotes avec lui, comment ça se passait, comment il était en tant que boxeur, est-ce qu'il était facile à préparer, est-ce que c'était quelqu'un qui était plutôt compliqué, est-ce qu'il avait des prédispositions dans la préparation, est-ce qu'il apprenait vite? Oui, il apprenait assez vite. Il apprenait. À l'époque, on n'utilisait pas de kettlebell, hein, parce que là, ça remonte entre 97 et 2001. Parce que les kettlebells sont sortis, et pour moi, hein, c'est pour ça d'ailleurs que je collabore avec Stéphane. Pour moi, les kettlebells sont devenus aujourd'hui l'outil incontournable dans la préparation physique d'un boxeur notamment, et pas seulement des boxeurs, hein, dans beaucoup de sports, parce que j'ai fait aussi des jeunes athlètes dans le tennis aussi ces 2-3 dernières années. Et les kettlebells apportent énormément. C'est vrai que c'est un discours que je tiens de plus en plus en France et j'ai pu le tester. Je vois qu'il y a Franck Arrocharta qui est en train de regarder. Franck, je l'ai préparé juste avec des kettlebells, hein, et c'est effectivement
Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, le truc, c'est que c'est toujours un petit peu difficile de dire aux gens que c'est l'outil numéro un pour le combattant parce que on fait que ça et qu'ils vont penser que c'est le côté promotionnel, etc., de l'outil parce que voilà. Mais réellement, bah, quand on a créé le knockout conditioning, on a fait de nombreux tests. Hein. T'en as fait de ton côté aux États-Unis, j'en ai fait en France. On n'est pas parti sur un truc à la base commercial, on est parti sur un truc qui fonctionnait. On s'est rendu compte que ça marchait. Mais je me rappelle que quand on s'était contacté la première fois qu'on avait fait un Skype, tu t'avais trouvé ça intéressant et tu m'avais dit tiens, je vais tester. C'était vraiment un hasard quoi quand on a fait les choses et on s'est rendu compte qu'en appliquant que ça fonctionnait. Alors moi j'avais des exercices et toi tu as mis les formes, tu as vraiment su comment exploiter des exercices au mieux pour avoir des résultats et bon voilà quoi. Au jour d'aujourd'hui, tous les gens que j'ai pu préparer en France, tous les gens que tu as pu préparer aux États-Unis, tu as eu des résultats. Alors tiens, ce qui est intéressant de leur dire, en combien de semaines tu as pu avoir des résultats quand on va parler du punch, on va parler de la frappe, quoi, sur tes boxeurs que tu avais. Alors, sur tous les derniers boxeurs, là, les 3-4 dernières années, 3 semaines. Il me faut 3 semaines. En 3 semaines de temps, il y a un transfert au niveau de l'impact, au niveau de la puissance, dû à différentes choses, bien sûr, mais il y a, en 3 semaines de temps, il y a une différence vraiment, je dirais vraiment plus que significative. Est-ce que tu peux évaluer ça sur un pourcentage, par exemple? Ouais, peut-être. Bon, ça dépend lesquels, mais bon, maintenant, je dirais, ça peut aller de 10 à 20%, peut-être même 25%. C'est énorme, quand même. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Moi, le dernier boxeur que j'ai, un des derniers, là, c'est un jeune, il a 20 ans, 21 ans, qui est donc sous contrat avec Golden Boy Promotion et qui est managé par Joël de la Hoya, le frère à Oscar. En 3 semaines de préparation, et on avait pas beaucoup de moyens au niveau de la préparation. Je l'entraînais à l'extérieur, donc pas de salle de gym. Je pense qu'il y en a qui ont connu ça. À l'extérieur. Donc moi j'arrivais donc sur le lieu de l'entraînement sur le coup de 6 heures du matin. Pour l'entraînement était quand même assez costaud parce que ça durait minimum 1h30 voire 1h45. Parce qu'en fin de compte, on essaie d'optimiser dans la semaine, parce que on n'avait pas la possibilité de faire, par exemple 4 entraînements et de scinder les choses comme on fait souvent en préparation physique. Donc là, gros travail systématique, 2 à 3 fois par semaine, et après 3 semaines d'entraînement, en fin de compte, quand il a commencé le sparring, son père, qui est aussi son entraîneur, est venu me voir et il m'a dit ouais, effectivement, je me rends compte que l'entraînement que tu fais, ça me paraît vraiment efficace parce que il a repris ses séances de sparring et les 2 sparring partners, il les a couchés là au premier entraînement. Là, c'est moi-même j'étais un petit peu étonné quand même. J'ai relativisé quoi, bien sûr, mais c'est vrai que le boxeur me disait ouais, je me sens super bien et j'ai l'impression effectivement je suis mieux équilibré, je suis mieux sur mes appuis. Et ça part tout seul en fin de compte, quoi. J'ai pas voulu les mettre down, mais c'est ce qui est arrivé, quoi. Et depuis, c'est les 3-4 derniers combats, ça a été des KO systématiques, quoi, dans ces combats. On sait que voilà, le punch, il part des jambes à la base, quoi. Que le transfert des forces, il commence par les jambes. Et on sait qu'avec les kettlebells, le travail des jambes, il est systématique. On travaille l'assise, on travaille systématiquement ça. Donc, c'est quelque chose de logique au final. Il y a un très gros travail de coordination intramusculaire, et donc ce qui permet d'affiner les transferts. Moi, j'ai vu, avec par exemple un boxeur comme Zepeda, et on faisait un entraînement. Ensuite, il passait directement, après 15-20 minutes de récupération, il passait à l'entraînement de boxe. Et ça partait mieux, quoi.
au niveau des frappes, que ce soit avec son entraîneur Roberto Alcazar, Roberto qui me le disait systématiquement d'ailleurs, il était étonné que ça, parce que bon, toujours les entraîneurs de boxe sont toujours un petit peu inquiets concernant la prépa physique, parce qu'ils ont toujours peur que ça interfère un peu négativement sur la qualité de l'entraînement qui va suivre. Et puis en fin de compte, bon, ils s'apercevaient que c'était pas du tout le cas. En fin de compte, c'était l'effet opposé. En fin de compte, ça active le système nerveux. Bon, après, bien sûr, il faut gérer, il faut pas faire bon, quand il y a un entraînement boxe qui suit immédiatement un entraînement de prépa physique, ce qui est très intéressant. Moi, je l'ai fait ces dernières années, je l'ai fait de plus en plus. Donc précéder la prépa physique à l'entraînement de boxe et non le contraire, surtout pas le contraire. Pour les transferts, surtout pas le contraire. Maintenant, il faut pas faire bien sûr un entraînement de 2 heures en prépa physique, parce que le gars, il va commencer son entraînement de boxe épuisé. Bon, là, il faut avoir un petit peu de bon sens. Mais bon, sur un entraînement qualitatif, relativement court, de 45 minutes, par exemple en cycle de pré-combat, c'est-à-dire les 3 dernières semaines. Bon, prépa physique avant l'entraînement de boxe sur de 30 à 45 minutes pour conserver, rien que déjà au niveau fort. Alors surtout pas, il y a une erreur aussi que font beaucoup de boxeurs, c'est d'arrêter ce style de travail les 3 semaines qui précèdent un combat. Ça, moi, à mon avis, c'est une des plus grosses erreurs. Je pense que c'est une erreur, effectivement, parce que garder le phénomène de transfert qu'on avait posé, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce que moi, j'avais pu constater en fait que vraiment il y avait un effet, mais vraiment concret. Et il n'y avait pas besoin d'en faire beaucoup, mais le conserver. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. J'ai pu constater qu'effectivement, il fallait vraiment le conserver. C'était quelque chose qui devait rester. Le corps, en fait, il avait vraiment besoin de rester dans cette dynamique et dans ce type de travail. Parce qu'il arrivait, enfin, moi, ce que j'ai pu voir avec ma petite expérience, j'ai pas du tout ton expérience, mais c'est que vraiment le boxeur, il arrivait à le retransmettre s'il conservait l'exercice en lui-même. Si on arrêtait longtemps, j'avais l'impression que ça se perdait un peu, qu'il fallait revenir dessus tout le temps. Complètement. Il faut toujours conserver, et c'est pas une grosse perte d'énergie pour les entraînements de sparring et tout ça. Si c'est bien planifié, bon, c'est pas compliqué. Non, c'est clair. C'est pas compliqué. Et puis il faut prendre en compte le fait aussi que le boxeur, dans les 3 dernières semaines, généralement, il faut gérer le poids du boxeur. Il faut le gérer. Et il y a toujours il peut y avoir une grosse fatigue qui s'installe. Et donc avec la perte de poids, on mange un petit peu moins, on court un petit peu plus éventuellement pour travailler plus sur les graisses. Bref, à chacun ses stratégies. Mais quand on perd du poids, si on arrête complètement le travail de renforcement musculaire aussi, donc en parallèle quand on joue, quand on travaille avec des kettlebells ou autres, on perd automatiquement de la force. On perd du muscle, quoi. On perd et là, ça fonctionne plus, quoi. Ça fonctionne plus. Moi, régulièrement, j'ai vu des boxeurs qui montaient sur le ring. Bon, il y avait une déperdition de 20% en force, en puissance, parce que ils arrêtaient toute la prépa physique, notamment en force. Il faut toujours qu'il y ait un maintien force. Et pour maintenir la force, c'est pas compliqué. Il suffit de faire le boulot. En 20 minutes, sur des petites séances de 20 minutes, c'est suffisant. Parce que effectivement, les séances de sparring, ça demande énormément. C'est beaucoup d'énergie. Et donc, il faut se réserver. Maintenant, pour moi, la plus grosse problématique que j'ai eu à rencontrer à plusieurs fois, c'est l'entraîneur de boxe voit pas ça d'un très bon œil, souvent, quoi. Donc là, c'est un problème de communication entre préparateur physique et entraîneur de boxe. Ça, c'est un gros problème. Et je pense et c'est ce que je disais dans un live précédent, quand je parlais, j'avais fait un petit raccrocheur, je t'en parlais tout à l'heure, justement, où je mettais pourquoi les préparateurs physiques auront énormément de mal à préparer un Gearweek, par exemple. Parce que ce sont des sports où encore le coach est le préparateur physique. Alors maintenant, dans la boxe,
et tu as été un des pionniers d'ailleurs à faire de la préparation physique pour les boxeurs, ça commence à être intégré. Les gens commencent à sentir l'intérêt du préparateur physique dans la boxe, mais on peut pas nier, et peut-être que je vais choquer des coachs de boxe, mais c'est la vérité, le coach de boxe a une emprise sur son boxeur très importante et il veut tout contrôler. Donc si on a un coach de boxe qui est pas très ouvert à des nouveautés, on n'avancera pas. Ouais, c'est clair qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'instaure, parce qu'on a tous le même objectif. Quand on intervient au niveau d'un boxeur, l'objectif c'est de le faire progresser à partir de ce qui est de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut développer. Donc tout le monde n'accepte pas ça. Bon, c'est comme ça. J'en ai rencontré sur ces 20 dernières années, j'en ai rencontré quelques-uns. Et justement, quand tu étais avec Oscar, est-ce que ça se passait bien avec... Alors au début, non, il y a eu des problèmes quand même. Il y a eu des problèmes, enfin pas de gros problèmes, mais bon, il y a eu la première année, d'ailleurs, il y avait eu un petit peu quelques tensions, et Oscar aussi était un petit peu, parce qu'il savait pas ce que ça allait donner. Un peu méfiant, il était un petit peu, ça lui faisait un petit peu peur, quoi. Donc on avait le premier combat qu'on avait fait ensemble, où là je collaborais aussi avec un autre gars, un strength coach de Los Angeles. On avait arrêté tout ce qui était force pure. On avait arrêté la force pure, parfois c'était un peu trop lactique, donc moi aussi ça me plaisait pas trop qu'à moitié. On a arrêté 3 semaines avant. On avait fait aussi une préparation qui avait duré 3 mois. Et donc il avait eu le temps de digérer. Il y avait eu donc en 3 semaines, en fin de compte, il avait pas perdu. C'était premier combat contre Chavez. Ah ouais, c'était contre Chavez. Contre Chavez. C'était un gros combat. C'était un très gros combat. Ouais, et c'était c'était pas évident. Tu le voyais combien de fois par semaine, Oscar De La Hoya? 15 fois. 15 fois? Non, en fin de compte, c'est-à-dire que je voyais en fin de compte, du matin, 6 heures du matin jusqu'au soir, 8 heures, 9 heures, en fin de compte. Ouais, tu vivais avec lui. Ouais, on était en camp d'entraînement, de toute façon. Mais on avait ensemble, on avait 3 entraînements par jour. 3 entraînements par jour. Ouais. Et qui étaient ciblés, tout était bien structuré. Mon entraînement cardio le matin, cardio, un peu de vitesse, un peu d'intervalle training, ça dépendait bien sûr des jours. Et ensuite, un tout petit break, et puis on enchaînait tout de suite dans la salle pour un travail plus sur le core conditioning. Core conditioning, c'est-à-dire du travail au niveau des abdos, surtout abdos, lombaires. Là-dessus, d'ailleurs, tu as créé des trucs extraordinaires sur ça. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand tu m'avais montré l'exercice, donc à l'élastique, tu m'avais expliqué tout ça. J'ai vu tout ton travail au niveau des abdominaux pour les boxeurs. Je pense que, moi personnellement, tu as révolutionné dans ma tête la façon de faire les abdominaux pour la boxe, quoi. Et moi, tu as vraiment transformé ma vision des choses, quoi. C'était faire les abdominaux debout. La première fois que tu m'as dit ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Comment il veut qu'on fasse des abdominaux debout? Et après, quand j'ai compris, je pense que c'est quelque chose où là-dessus, tu m'as vachement marqué. J'ai trouvé ça super intelligent. Enfin, c'est plein de bon sens, quoi. Et efficace, en plus. C'est ça le pire, c'est super efficace, quoi. Disons, en fin de compte, il n'y a jamais eu, c'est pas une révolution, c'est en fin de compte, moi, j'ai repris des mouvements, des exercices qu'on faisait depuis très, très longtemps. En fin de compte, qu'on faisait avant, que CrossFit n'apparaisse, que des exercices, avec des élastiques, des bandes élastiques, mais très très résistantes, en associant bien sûr, pas mal. J'utilise beaucoup l'isométrie notamment pour la force, parce qu'en fin de compte, le travail abdominal, c'est essentiel bien sûr, mais la plupart des athlètes et dans beaucoup de sports travaillent les abdominaux en endurance.
Et c'est là, bon, ça, bon, travailler, faire 200 répétitions de crunch ou de, bon, je ne sais quel exercice. Bon, c'est pas très intéressant, pas très utile pour un boxeur en fin de compte, quoi. Donc, il faut travailler de manière plus explosive, plus en force, et donc sur des exercices vraiment où il y a vraiment une grosse résistance. Donc, travail. Et puis, surtout aussi, il faut pas oublier, il faut que les abdominaux, bon, c'est pas un exercice de fitness, c'est pas un exercice, c'est pas des exercices, voilà, c'est pas l'objectif du tout. Hein, même si c'est sympa de bien paraître, c'est pas le but, quoi. Donc il faut que les abdominaux travaillent en synergie avec les autres groupes musculaires et notamment avec les jambes pour stabilisation, appui, transfert de force. Donc bah, là, un boxeur, bon, lui, son business, il est sur ses jambes, hein, il est debout. Donc il faut travailler à ce niveau-là, il faut travailler debout. Donc élastique, sous des angles très très différents. Et moi je peux te dire que dans toutes les salles de boxe où j'ai pu mettre les pieds, j'ai tous vu sur le dos en train de faire des crunchs, en bosser. Alors maintenant ils font du gainage, ouais ok, ils font la planche et tout, ça commence à venir. Mais on est encore loin d'un truc. Moi je fais pas ce genre d'exercice. Pour moi c'est une perte de temps. Travail de gainage, moi il y a un seul exercice il y a 2 exercices de gainage, 3 exercices de gainage qui sont intéressants pour un athlète de bon niveau, bon, pour un boxeur aussi. C'est ce qu'on appelle la position gymnique qu'on appelle hollow position. C'est où tu te retournes. Voilà. Oui, voilà, tu m'avais montré ça. Celle-ci. Éventuellement, on peut l'associer avec une rotation. Ouais. Hein, et puis le jackknife push-up. Ouais, tu m'avais. Ouais, jackknife push-up. Tu m'avais montré des vidéos avec. Et ça, c'est avec le poids du corps. Donc, aucun équipement. Sinon, ensuite, bon, il travaille en suspension à une barre. Aussi, on peut faire donc du très bon travail de gainage. Mais sinon, bon, le gainage, bon, sur les avant-bras, bon, c'est gentil. Ça, c'est pour le fitness. Ça, c'est pour. Je suis désolé pour les. Non, mais c'est bien pour les fans de gainage, mais bon, là, c'est pas. Il faut être sérieux quand même. Il faut pas perdre son temps. Il faut faire des exercices vraiment. Bon, si au bout de 30 secondes, si l'exercice dépasse plus de 30 secondes et on continue à rigoler, là, il faut trouver autre chose. Maintenant, il y a des exercices de gainage qui sont excellents. C'est avec Stability Ball, Swiss Ball, avec les gros ballons. Là, il y a quelques exercices, bien sûr, qui peuvent être excellents, quoi. Et là, on peut jouer sur le tempo, on peut jouer. Il y a beaucoup de paramètres sur lesquels on peut jouer et qui sont très fonctionnels et qui aident, quoi. Excuse-moi, non, je peux pas, ma chérie. Non, ça fait. Excusez-nous. Oui, j'ai des enfants. Et donc ouais, Dominique, Oscar, parce que, enfin, je sais que voilà, le fait que tu aies préparé Oscar, il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder, qui vont avoir des questions par rapport à ça, je suppose. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. On voit sur le côté et Dominique pourra vous répondre. Mais ouais, voilà, Oscar De Loya, voilà, quand on connaît la boxe, Oscar De Loya, Mike Tyson, c'est des noms qui sont incroyables. Et nous qui sommes en France, jamais on aura cette chance, très peu, de pouvoir approcher ou d'avoir une idée comment ça se passe, etc. quoi. Donc, au niveau de la préparation, donc tu le voyais tous les jours, quoi. Et est-ce que c'était quelqu'un qui était facile à entraîner? Il était comment dire, il assimilait vite. Oui, bien sûr. Ouais, bah, c'est un athlète bon qui est très doué au départ, hein, qui était bon, qui a commencé très jeune. Bon, un très bon entraîneur de boxe, hein, avec Roberto Alcazar, qui a été son formateur. Très curieux, un professionnel, quoi. C'est bon, il savait exactement ce qu'il voulait, il savait par quoi il fallait passer, c'était difficile, et il s'est jamais reposé, bon, sur ses qualités intrinsèques, et il a toujours voulu pousser. Bon, maintenant en fin de carrière, bon, j'étais pas avec lui en fin de carrière.
bon, je veux pas trop critiquer, mais bon, il a été à certains moments un peu trop facile, notamment son dernier combat qui avait été catastrophique. C'était très mal préparé, c'était contre Pacquiao. Hein, où il a arrêté, quoi, parce que bon, il n'avait pas de jambes, il n'avait rien du tout. Là, notre boulot, là, lui aurait pu être fantastique pour lui, quoi. Bon, mais maintenant, il était à ce moment-là, il était plus businessman que boxeur, en fin de compte, et ça, bon, c'est toujours un petit peu, les deux étaient un petit peu difficiles à gérer. Ouais. Hein, mais sinon, bon, non, ça avait été vraiment super, un plaisir de travailler avec ce genre d'athlète, hein, parce que très professionnel. Bon, maintenant aussi, il faut bien le dire, bon, avec des moyens, bon, je dirais quasiment illimités, hein, parce que bon, voilà, c'est un coup de millions de dollars. Ouais. Bon, c'est facile aussi, bon, des camps d'entraînement, mais avec tout ce qu'il fallait, hein, avec un entourage, avec cuistot, avec. Avec cuistot, carrément. Oui, bien sûr, on avait notre cuistot privé, hein, qui nous préparait systématiquement matin, midi et soir, hein, des repas vraiment. Calibré juste comme il fallait, hein, avec un nutritionniste aussi, hein, quelqu'un qui était pas là systématiquement, mais avec lequel on. Ça, je pense pas qu'il y a des boxeurs en France qui peuvent avoir ça. Même, non, bah oui, même non, mais les meilleurs qu'on a pu avoir, voilà, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Hein, et puis c'était une autre génération, parce que aussi, comme tu m'expliques, ça a un peu changé maintenant les États-Unis. Ouais. Ben, moi, ce que j'observe, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai observé, bon, ces dernières années, malgré qu'il y ait aussi, bon, des boxeurs actuellement qui sont bons, qui sont impressionnants, hein, mais bon, maintenant, je pense que ça repose plus sur des qualités exceptionnelles. À la base, ce sont des athlètes exceptionnels, quoi. Ouais. À mon avis, qui s'entraînent avec un tel ou un autre ou n'importe qui. Ça serait exactement pareil. Ils auraient quasiment les mêmes résultats. Tiens, je m'excuse, on a une question. Ouais. Donc, salut à vous. Donc, travail de force jusqu'à la semaine précédant le combat ou transfert sur la vitesse? C'est une question technique, ça. Ouais, là, c'est technique. Là, ça dépend. Ça dépend, hein. Transfert sur la vitesse. Bon, oui, bon, en sparring ou avec l'entraîneur, de manière très très spécifique. Hein, là, c'est avec transfert la vitesse sur le ring. Hein, mais pour la force, il faut la conserver, la force. La force, il faut la conserver jusqu'à, à mon avis, bon, sur des entraînements très courts, hein, en fonction bien sûr des capacités de récupération, bien entendu, hein, mais et sur des entraînements très courts, très qualitatifs. Alors là, il faut pas les exercices, il faut prendre les 2-3 exercices maximum. Hein. Alors moi personnellement, je vais vous dire, hein, moi ce que je privilégie à ce moment-là, bon, c'est 1 à 2 exercices de kettlebell du programme Knockout Conditioning qu'on avait créé, hein, plus l'exercice de core conditioning, core power en rotation avec des bandes élastiques, des résistances bandes, ouais. Hein, et bon, pas de développé couché. Non, pas de développé couché, pas de mouvement d'haltérophilie, pas d'abdominaux, pas de crunch, ça sert à rien, c'est de la perte de temps. Alors tu vois, je vais te faire rire, mais moi quand je boxais, j'avais des amis donc qui étaient en équipe de France et ils leur faisaient travailler donc leur développé couché donc en force max sur 1 à 3 reps, calculer leur prise de force donc en développé couché. Et combien de temps avant ça? Alors, je sais pas combien de temps avant c'était le combat, donc il était en équipe de France, il débitait pas mal hein, en termes de combat, donc je me rappelle plus, mais j'ai jamais compris vraiment l'intérêt en fait. surtout sur de la force pure comme ça, sur 1 à 3 reps. Non, ça sert pas à grand chose à mon avis. Bon, la force faut travailler. Ouais, elle a travaillé au moins sur 5 répétitions, sur 4, 5 répétitions, puis bon, jusqu'à 8 répétitions.
Maintenant, c'est vrai que la force pure se travaille de manière sur des laps de temps, des séries très très courtes et très intenses. Mais bon, la force d'un boxeur, c'est pas la force d'un haltérophile ou d'un lanceur de poids, lanceur de marteau. On n'a pas du tout le même ratio, quoi. Non, c'est différent. Ce que le mec il va faire sur un développé couché, déjà pour moi, à mon sens, le développé couché, il va être utile pour un renfort musculaire. Si jamais, par exemple, le boxeur, il a une carence, c'est-à-dire qu'il est syphosé, il a un peu le dos musclé, pas du tout de pec et tout ça pour rééquilibrer à la limite le corps. Mais pour moi, c'est mon avis. Si t'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à le dire. Mais je pense que voilà, c'est pas un truc auquel vraiment qui va apporter vraiment quelque chose. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi personnellement, ça fait avec un boxeur, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas utilisé de développé couché. Hein. Premièrement, j'ai pas le temps. Généralement, tous les boxeurs, toutes ces dernières années, on a eu des préparations super courtes. Moi, j'ai fait déjà des préparations de boxeur sur 3 semaines. Ah, donc il faut et après, la dernière semaine, c'est ce qu'on appelle la tapering. Je sais pas comment on dit en français. C'est la semaine de récupération où on fait tous les petits réglages et puis on contrôle le poids. Maximum, quoi. Donc 3 semaines de préparation et donc entièrement en parallèle du sparring et tout. Ouais, donc il faut épurer au maximum. Voilà, complètement. Donc là, c'est assez chaud. Il faut vraiment faire attention, bien sûr, à la récupération parce que c'est la base de tout. Hein. On a beau faire des entraînements, à la base hyper efficaces et super, mais maintenant, si le gars n'a pas le temps de récupérer pour son sparring ou son entraînement technique boxe, là, on se plante. Donc là, il faut arrêter. Mais pour en revenir au développé couché, à développé couché, moi je dis pourquoi pas, je suis ouvert. Moi personnellement, je l'ai éliminé depuis très longtemps pour un boxeur. Maintenant, il peut éventuellement s'envisager, mais longtemps avant. Oui, voilà, dans un cycle de préparation. Des exercices couchés, que ce soit des exercices de musculation couchés, soit assis, soit allongés sur un banc, tout ça. Ça peut être éventuellement à certains moments des exercices additionnels, mais c'est jamais des exercices qui sont prioritaires. Jamais. Avec de la Hoya, on avait fait un petit peu de développé couché, mais très peu, un petit peu. Mais alors lui, c'était impossible de travailler en développé couché avec une prise large, parce qu'il était très gros problème de flexibilité au niveau des pecs et au niveau des épaules. Ouais. Il avait des gros problèmes à ce niveau-là. Et donc, le développé couché n'était pas du tout conseillé. Donc, on avait fait un peu de développé couché, mais en prise relativement serrée. Hein. Moi, à cette époque-là, je préférais déjà, on avait eu la chance d'être sponsorisé par Hammer, la marque de machine de musculation Hammer. C'est une grosse marque, ça. Ouais. Et on avait été sponsorisé, donc on avait été équipé. Donc là, j'utilisais une ou deux machines Hammer en fin de compte, on faisait du développé et dissocié. Donc là, c'était plus fonctionnel, en fin de compte, plus intéressant pour le boxeur. Moi, j'avais mis un truc, j'avais commencé à faire travailler à Franck aussi quand il venait à la salle. Ouais. Je le mettais sur le Swiss Ball. Donc, il faisait un petit peu une planche, quoi. Il avait les omoplates sur le Swiss Ball, il était droit, et je lui faisais travailler donc une sorte de développé couché avec kettlebell. Donc, on en avait une plus légère dans le bras avant, une plus lourde dans le bras arrière. Donc, on travaillait de jab derrière. Donc, l'avantage qui était intéressant, c'est qu'avec le Swiss Ball, il était en totale instabilité. Donc, on avait un gainage au niveau des abdos, au niveau du dos. Tout à fait. Non, mais et on avait quelque chose d'un peu plus spécifique. C'est des très bons exercices additionnels. Et encore une fois, c'était des exercices additionnels. C'était pas le fond du truc, quoi. Au final, comme tu disais, j'avais 2-3 exercices que je conservais tout le temps et c'était vraiment le truc, ce qu'on a créé sur Knockout. Et après, et comme je te disais tout à l'heure, je rajoutais des exercices des fois qui n'avaient pas forcément d'utilité, mais parce que psychologiquement, ça leur faisait du bien de faire autre chose. Tout à fait. Ils découvraient quelque chose de nouveau et ça leur faisait du bien. Et on sait qu'à partir du moment où n'importe quel athlète, on entretient la motivation, on est sûr de continuer à avoir des résultats
La motivation est, moi je le vois en kettlebell sport, la motivation est quand même quelque chose de primordial sur la réussite de l'athlète parce que il vient pas en mode robot. Il vient toujours avec la joie de se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, et tout ce qu'il fait, il va le faire bien, il va le faire concentrer, il va pas le faire dégoûter, et ça c'est super intéressant. Parce que moi j'ai pu constater que voilà, quand les gens ils rentrent dans une routine, on finit par les perdre. Et je pense que beaucoup de boxeurs, sur la fin, quand ils arrêtent, ils le disent, beaucoup le disent, c'est parce qu'ils ont plus la niaque, ils sont plus fins. Ils sont saturés. Ils sont saturés. Et on les perd à cause de ça, pas parce qu'ils sont plus bons, mais parce que, bah voilà, psychologiquement, on les a perdus. Et je trouve que, bah, changer d'exercice, apporter une petite nouveauté, tout en conservant la base, complètement. Et ben, ça leur fait du bien. Non, mais il faut amener des petites surprises de temps en temps, des petits challenges. Bon, maintenant, après, bon, il faut être un petit peu créatif aussi. Et ouais, je crois que sur un plan psychologique, c'est sûr, donc c'est important, quoi. Parce que bon, le boulot, bon, bah, pour ceux qui ont fait déjà des grosses carrières, on parlait de Franck tout à l'heure. Ouais, bon, bah, il sait ce qu'il faut donner, quoi. L'entraînement, bon, c'est pas toujours. Alors Franck, je sais pas s'il en regarde encore, mais Franck, je peux en parler parce que je l'ai quand même suivi sur la fin là. Alors c'était quelqu'un qui avait une condition physique incroyable en termes d'endurance. J'ai pu lui faire des trucs, même moi je me disais je vais trop loin. Il était capable d'encaisser. C'était quelqu'un qui était un boulimique du travail, voilà, qui regardait pas, quoi. Lui dans sa tête, s'il finissait pas par terre à la fin de l'entraînement, il avait mal travaillé. C'est ce que j'ai eu du mal à lui sortir de la tête. C'était qu'il fallait qu'on travaille en qualité et pas forcément en quantité. Mais voilà, c'était quelqu'un, voilà, moi quand on s'est mis à bosser ensemble, il avait déjà 10 ans de carrière, quoi. Il a boxé les meilleurs de sa catégorie. Il a été beaucoup volé, ça c'est vrai. Je pense qu'on a mal géré sa carrière parce que, comme je t'expliquais, il avait des qualités de boxeur comme les esquives que j'avais pu voir. Une fois, on avait dit voilà, on fait un essai, on fait quelques rounds, mais tu vas travailler tes esquives. Il esquivait tout, il était capable de tout esquiver. Et ça n'a jamais été travaillé. C'est une qualité qui a été perdue, quoi. On lui a appris à boxer en avançant, en levant les mains. Ça a très bien marché. Puisque bah voilà, il a quand même fait 6 fois champion de France, 62 ou 63 combats, je sais plus. Oui, c'est pareil. C'est quand même beaucoup. Mais voilà, je pense que encore une fois, on n'a pas exploité la machine au mieux, quoi. Je pense que voilà, Franck Arrechorta, c'était une Ferrari et qui a jamais pris autre chose que l'autoroute. Elle aurait mérité d'aller sur piste un petit peu, tu vois, pour voir ce qu'elle avait dans le ventre et exploiter vraiment tout son potentiel. Et c'est dommage parce que tu vois, le milieu de la boxe, le petit recul que j'en ai, c'est en France, je parle. C'est que il y a beaucoup de boxeurs, il y en a beaucoup qui sont bons, mais ils vont pas bien loin. Ils sont mal encadrés. Ils sont mal préparés pour beaucoup. On va pas se faire des copains. Et non, mais je pense que c'est la vérité, c'est vrai. Et les coachs, ils ont pas forcément on leur donne pas forcément les moyens aussi. Ah bah voilà. Ça c'est clair. Ça. On leur donne pas forcément les moyens pour réussir. C'est difficile. Et j'ai vu par rapport à ma génération à moi ces derniers temps où il y a des coachs comme que tu connais, donc, qui tient le Boxing Club de Vaux-en-Velin, qui sont des coachs qui, à ma grande surprise, sont très ouverts. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de performances, de nouveautés. Donc, il n'est pas enfermé comme ces anciens coachs qui sont enfermés sur leur méthode et qui en sortent pas. C'est leur méthode, ça marche comme ça et on fait pas autrement. Non, lui, il est hyper intelligent, il est hyper ouvert et il a accepté de faire des choses qu'il comprenait peut-être pas forcément pour voir si ça fonctionnait. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde, mais il y a beaucoup de coachs quand même cette nouvelle génération de coachs maintenant que je peux voir, sont déjà plus ouverts. Mais c'est vrai que moi, ma génération à moi, mon coach que j'avais quand j'étais boxeur amateur, etc., c'était des gens qui étaient super fermés, quoi. C'était comme ça et c'était pas autrement. Et si ça marchait pas sur toi, c'était que t'étais pas fait pour la boxe. Alors que c'est faux.
C'est peut-être juste que la méthode ne fonctionnait pas sur moi et fonctionnait sur un autre. Et Franck, lui, sort d'une école de boxe où, bah voilà, si t'étais pas dur au mal, t'en sortais pas, quoi. Et c'est quelqu'un qui est excessivement dur au mal. Excessivement. Et c'est ce qui a fait qu'il s'en est sorti. Donc, c'est vrai que la boxe, alors après, il y a des très très bons préparateurs, de très bons coachs de boxe en France, comme Faisal Omrani, celui qui s'occupe de Michel Soro, hein, et Dylan. Je ne sais pas si tu connais Dylan Chara. J'ai entendu parler, mais c'est un jeune boxeur encore. Hein, et enfin, moi, je suis tombé fan, du boxeur en lui-même. Tu vois sa boxe, c'est pas la boxe qu'on a l'habitude de voir en France. C'est une boxe un peu plus à l'américaine, tu vois, très sur ses appuis, il travaille beaucoup au foie, il a des échanges de coups extraordinaires, et il monte en puissance tout le temps. Je crois qu'il a son 13e combat, 13e victoire, et c'est quelqu'un qui a fait des études en plus. Je crois qu'il a fait un DUG, il est allé même plus haut, je connais pas exactement son truc, donc il est très très intelligent, il a monté son entreprise, je crois. Et là, cette génération de boxeurs, là, on commence à avoir des boxeurs qui changent, quoi. Faisal à ces boxeurs-là, et c'est un coach qui je pense, voilà, c'est cette génération de coachs qui sont bons, quoi. Ça veut pas dire que les anciens coachs étaient mauvais, hein, bien sûr, mais qui commencent à avoir une ouverture d'esprit un petit peu, et qui sortent de cette manière d'entraîner les boxeurs où on courait 40 bornes, on faisait 2000 abdos, enfin voilà, tu vois. Parce que moi, c'est ce que j'ai connu. Hein. Maintenant, du côté un petit peu inversé, il y a eu à un certain moment un petit phénomène de mode, je dirais, au niveau de la prépa physique, et il y a beaucoup de, bon, j'ai vu, ça s'est vu aux États-Unis aussi, hein, parce que bon, aux États-Unis, ce qu'on appelle les strength and conditioning coach, bon, qui était évident, il y en avait partout dans certains sports comme au football, baseball, basketball, etc. Mais en boxe, il y en avait quasiment pas. Et ils sont donc au début des années 2000, il y en a eu de plus en plus pendant quelques années. En France, c'est un petit peu pareil aussi, hein, ça s'est développé à ce moment-là. Le truc, c'est que on en a fait trop au niveau de la prépa physique, à mon avis. On a voulu mettre la prépa physique trop en avant. Alors déjà, bon, les coachs de boxe, certains l'ont mal pris, ce qui est normal, je pense. Bien sûr. Ça, il n'y a aucun problème. Et on a mis trop d'importance sur certains aspects de la préparation physique. Lorsqu'à mon avis, c'est un travail qui doit se faire, bon, en amont, enfin avant, bon, et qui ensuite, bon, bah, on planifie, hein, mais jamais de la vie la prépa physique ne doit prendre le pas sur l'entraînement de boxe et l'entraînement technique, jamais de la vie. Et là, il y a eu des grosses erreurs à certains moments qui ont été faits. Hein. Boxeur, grosse préparation physique, ouais, planification incroyable et tout. On l'a pu voir avec Chioso sur un combat où il avait pris énormément de muscles et tout ça. Et rien derrière, hein. Oui, il y a eu aussi pas mal d'exemples aux États-Unis aussi. Et puis en fin de compte, bon, bah sur le ring, il y avait aucun transfert et il se passait rien du tout. Alors après, ça c'est bon, il y a eu un revirement. Et moi, je vois ce que j'observe. Je peux me tromper peut-être, je ne sais pas, mais ce que j'observe, il y a une régression surtout, une régression au niveau de la prépa physique qui doit être très très stratégique. Au niveau notamment de la boxe. Moi, je le fais aux États-Unis. Hein. Alors, aux États-Unis, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'il y a pas mal de gars ces dernières années qui ont été chopés au contrôle antidopage. Et notamment, il y a 2 ans, lors d'une interview d'un entraîneur de boxe, bon, que tout le monde connaît, c'est Freddie Roach, qui est sur Hollywood, et qui a dit ouvertement, et ça a été vu des dizaines de milliers de fois, et c'était entendu par tout le monde. Le problème, c'est les préparateurs physiques, enfin les strength and conditioning coach, qui ont introduit les stéroïdes dans le milieu de la boxe. Il a balancé ça.
Alors bon, il faut en prendre et en laisser. Ouais, C'est peut-être un petit peu exagéré, ouais. mais il n'a pas tout à fait tort aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui se sont fait choper. Et moi, j'en connais. Alors, c'est des gars qui ont vraiment une spécialité force, puissance dans le travail musculaire, qui viennent du milieu de la musculation. Et, euh, et les gars, il y a des trafiquants, quoi. Hein. Bon, j'en connais, je veux pas citer de nom, hein, mais bon, des gars qui ont travaillé avec certains boxeurs très connus, on se pose des questions et bon, on le sait dans le milieu, bon, et des gars qui ont boxé à un très haut niveau et qui boxent encore même actuellement, leur conditioning coach, ils ont donné ce qu'il fallait pour aider, quoi. Alors donc, ce qui veut dire que maintenant, les préparateurs physiques dans le milieu de la boxe, il y en a de moins en moins parce que Ils se sont fait mal voir, quoi. ouais, voilà, on est tous grillés plus ou moins. Et alors ceux qui n'ont rien à se reprocher, ils en subissent un petit peu les conséquences. Les entraîneurs de boxe ne font plus confiance, de moins en moins. Et c'est un problème. Alors en France, c'est différent. À mon avis, il n'y a pas eu, a priori, j'ai pas eu connaissance de problèmes au niveau dopage. On est encore. Alors après, du dopage, il y en a partout, hein, ouais, ça c'est clair et net. Hein. Mais après, je pense que voilà, on est encore un peu protégé. Je pense que ouais, on est encore il y a quand même vachement de trucs autour du dopage. Et puis surtout que nous, on a une mentalité, hein, nous les Français, c'est-à-dire que dès que quelqu'un y réussit, il est dopé. Donc ça, c'est un peu la mentalité française, tu sais. On voit un Russe qui est bon, ouais, non, mais il est dopé. Non, mais il est trop fort, il est dopé. Donc il y a un peu cette mentalité à la con où on met du dopage sur tout. Donc si tu veux, c'est un peu tabou. Mais après, il y en a du dopage. Il y a pas longtemps, il y avait une interview justement à la télé avec la Fédération française de force que j'avais intégrée à un moment donné avec les kettlebells et on s'est vite sauvé après. Et justement, et Stéphane Atto a été interviewé et il a été piégé donc par le journaliste parce que le journaliste avait fait une interview en amont avec un champion de France de FA qui racontait ouvertement qu'il était dopé et il avait même dit si les autres se dopent pas, tant pis pour eux, c'est des cons. Et lui, donc, Stéphane Atto disait en toute bonne foi, parce qu'il le pensait, il disait, non, on fait un gros contrôle là-dessus, et l'autre lui sort la tablette en lui disant, voilà l'interview de l'autre, quoi. Et il était un petit peu comme un con, et de là, il dit, on peut pas contrôler tout le monde. Après, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Le mec, il veut... c'est le dopage, mais en France, ouais, on n'est pas encore trop sujet. En tout cas, c'est quelque chose d'hyper tabou chez nous. Bien sûr, bien sûr. C'est super mal vu. Ça, c'est clair et net que le mec, il va prendre de la protéine. Déjà, il y a des gens, ils vont se dire, il y a de la suspicion. Voilà. Déjà. Alors, si tu prends de la créatine, c'est foutu. Là, c'est. Parce que la créatine, on n'est pas un produit dopant. Non, c'est un truc naturel. Hein. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut en prendre et en laisser, quoi. Il faut surtout faire attention où on se, faire attention des comment dire quels sont les produits qu'on va choisir, parce que bon, ça c'est il y a la qualité des suppléments nutritionnels. Bon, ça c'est bon, on n'a pas besoin de grand chose en fin de compte pour optimiser sa récupération, pour aider à la prise de force et tout ça. Bon, déjà c'est les bonnes planifications, les bons exercices, une bonne hygiène de vie, etc. Bon, ça tout le monde. Après bon, il faut le faire, quoi. Il faut être professionnel à tous les niveaux. Hein. Il ne faut pas seulement être professionnel à l'entraînement, il faut être professionnel aussi entre les entraînements. Et quelque chose qu'on oublie parfois, c'est comprendre que c'est peut-être pas l'entraînement lui-même le plus important. C'est ce qui suit, c'est la récupération. Parce que si on n'arrive pas à digérer l'entraînement, on a beau avoir un programme d'entraînement qui soit incroyable, qui a été super étudié, mais si on n'arrive pas à le digérer, si on récupère pas correctement à la suite, l'entraînement va aboutir à des résultats catastrophiques.
Mais d'ailleurs, c'est pour ça que en France, et je pense que là, ce que je vais dire, tous les boxeurs professionnels seront d'accord avec moi, parce qu'il y en a très peu dans ce cas-là. Je reprends l'exemple de Franck, hein, parce que je préfère prendre l'exemple de quelqu'un que je connais. On a affaire à un boxeur professionnel, donc on dit bien professionnel, et le mec, il a quand même une vie à côté. Il travaille, il se lève super tôt le matin pour aller travailler à la ville de Lyon. Il a quand même une vie de famille. Donc, on peut pas appeler ça professionnel, puisque finalement, le mec, pour vivre, il est obligé d'aller travailler à côté. Donc, moi, je leur tire mon chapeau à ces gens-là. Je fais partie de ces athlètes qui concourent à l'international et qui travaillent à côté pour vivre. Nous, on peut pas, on n'a pas on peut pas dire professionnel dans notre sport, mais pour les boxeurs, on dit des boxeurs professionnels, et ces mecs-là, ils travaillent, quoi. Donc, quand on parle de récupération, comment veux-tu optimiser une récupération quand le mec, à 4 heures du matin, il est obligé de se lever pour aller travailler à 5 heures, finir à midi, derrière, il va s'entraîner avec moi, quoi. C'est un sacré challenge, c'est sûr. Mais moi, je leur tire mon chapeau. Parce qu'on parle d'athlètes de haut niveau, ça, c'est des mecs de super haut niveau. Parce qu'ils arrivent à enchaîner travail et boulot. Donc, voilà. Après, on peut pas tirer le meilleur du boxeur, sachant qu'il sort de 8 heures de travail et qu'après, il va s'entraîner. C'est clair. Alors qu'à côté, tu vas avoir des boxeurs qui vont faire que ça, mais qui font que ça, il y en a très peu en France au final. C'est ce qui est dommage. Je sais pas combien ils sont en France, une dizaine peut-être. Ah, je peux pas dire. Peut-être même pas. Je suis pas assez dans le milieu de la boxe pour pouvoir le dire, mais ouais, enfin, des gens qui en vivent vraiment, il y en a très peu. Et pourtant, je pense qu'il y en a plein qui ont le potentiel, quoi. Mais tu vois, par exemple, un truc qui m'avait choqué, moi, Franck, quand il s'entraînait, c'est un boxeur pro, il s'entraînait, il y avait des loisirs à côté de lui. Comment tu peux t'entraîner? Un pro, il doit être encadré, c'est très structuré, etc. Comment tu peux t'entraîner correctement quand tu as des loisirs qui sont à côté en train de discuter, qui viennent t'interrompre pour te dire bonjour? C'est un truc qui me rendait fou, moi. C'est pour ça que j'ai arrêté de l'entraîner dans sa salle. Je lui ai dit, on peut pas travailler. En plein exercice, il y en avait parce qu'ils comprennent pas, ce sont des loisirs, ils font ça pour se faire plaisir, on peut pas leur en vouloir. Donc, ils comprennent pas que ça peut déranger de venir interrompre le boxeur qui, lui, tout ce que je faisais avec lui, c'était chronométré, millimétré. Si tu viens me casser ce truc-là, on fait quoi? On en refait un, mais là, on est dans le trop, Donc, tu vois, ça, c'est un truc, ça me choquait, quoi. Et c'est des conditions où, voilà, moi, Franck, je lui tire mon chapeau. Ce mec, la carrière qu'il a eue, dans les conditions qu'il a eues, c'est extraordinaire. Il fallait vraiment en vouloir. Il fallait vraiment. Parce que voilà, mais il y a plein de boxeurs comme lui. Il y a plein de boxeurs comme lui. Et donc, voilà, tu parles de récupération. Comment tu veux optimiser la récupération? C'est pas facile, c'est un challenge. C'est un challenge, c'est sûr. La première question, je me rappelle quand je le voyais, comment tu te sens? C'était la première question. Et en fonction de ça, on préparait parce que voilà, si je vois qu'il est naze, quoi, on va pas le tuer plus, quoi. Après, il monte sur le ring, il prend un mauvais coup, ou voilà, et tu vois, tu parles de camps aux États-Unis. Nous, on n'a pas ça en France. On n'a pas ces camps. Très peu, très peu. Ouais. C'est bon, c'est même, parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, il n'y a pas suffisamment de sponsors. Et là, on parle pas des sponsors qui vont donner en cadeau quelques petites bricoles, on parle de gens qui vont ou des t-shirts, mais bon, non, c'est du cash qu'il faut. Et pourtant, tu connais la France, tu as connu la Carriès et tout ça, les gros promoteurs. Maintenant, c'est je crois que c'est son fils, je ne me rappelle pas de son prénom, qui a repris donc un petit peu la boxe. De l'autre côté, il y a Malin Koné, c'est des gens qui ont les moyens, qui font des gros plateaux de boxe, qui ont relancé la boxe. Tu vois, donc on a quand même la boxe, elle est quand même vivante en France. C'est quand même, je veux dire. Et malgré tout, les boxeurs, moi je trouve qu'ils sont toujours un petit peu, excuse-moi du terme, mais en galère, quoi. Ça change pas. Bon, j'ai l'impression, moi, que personne ne veut rien lâcher. Ils veulent pas investir. Maintenant c'est facile à dire, quoi, parce que bon, on peut pas se mettre directement à leur place. Mais bon, je crois que notamment quand il y a des télés, il y a possibilité d'avoir des sponsors et des sponsors qui vont pas servir uniquement au marketing. Il faudrait peut-être qu'une partie des sponsors puisse aller en direction de l'entraînement pour aider les coachs de boxe, préparateurs physiques,
l'aspect nutritionnel. Ah, le préparateur physique. Alors moi, la phrase qui m'a le plus tué qu'on a pu me sortir, c'est je ne paye pas pour m'entraîner. Alors, ok. Par contre, ton coach, il prend de l'argent sur tes combats. Mais le préparateur physique, tu le payes pas pour t'entraîner. C'est une mentalité qui enfin moi, ça m'a laissé par terre, quoi, d'entendre cette phrase, quoi. Parce que à un moment donné, comment tu crois que les gens y vivent, quoi? Je veux dire, tu dis à un préparateur physique, non, moi je paye pas pour m'entraîner. Mais le mec, il est en train de t'entraîner. Donc, il fait du bénévolat et il vit comment, lui? Il vit sur un nuage, voilà, la nourriture tombe. Enfin, à un moment donné, tu vois. Mais tu vois, mais c'est ça le problème, c'est que même les boxeurs, on les met dans un cadre où ils sont plus sur terre, quoi. Tu vois, on t'apporte un plus, on t'apporte un préparateur physique, tu le veux, tu sais que c'est efficace, tu sais que ça t'apporte quelque chose, mais tu veux pas payer. Non, mais bon, maintenant, il faut que certaines personnes se rendent compte quand ils ont la chance d'être connectés à un préparateur physique et d'avoir la chance de profiter un petit peu de leurs compétences, de leur expertise sans rien donner, quoi, au niveau argent. Il faut bien qu'ils se rendent compte que bon, bah, dans les autres sports, ça n'existe pas, hein. Ou maintenant, la solution, bon, vous pouvez aller sur YouTube, hein, et puis vous allez, bon, et là, moi je dis good luck, quoi, parce que ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, quoi. Alors ça YouTube, tu vois, je pense que il y a vraiment du bien qui a été fait avec YouTube parce que ça a permis aux gens de découvrir de nouvelles choses. Maintenant, pour eux, c'est une fin en soi. Moi, tous les gens, et ça, combien de coups de gueule j'ai passé pour ça, qui me contacte, qui me dit j'ai appris sur YouTube à utiliser les kettlebells, je lui dis mais tu fais du sport à côté? Ouais, je fais de la boxe, je fais ce que tu veux. Est-ce que la boxe tu l'as appris sur YouTube? Il me répond non. Donc, pour toi, c'est logique d'utiliser un outil qui peut te faire mal au poignet, au coude, aux épaules, au dos, à ce que tu veux, et que ce que tu vas voir sur YouTube, c'est bon, ça va t'apprendre. Par contre, la boxe, non, tu vas chercher un entraîneur. Ouais. C'est pas cohérent. C'est pas très cohérent, non. Donc les gens, voilà, ils s'arrêtent, beaucoup, hein, pas tous, hein, mais beaucoup s'arrêtent sur YouTube et pensent que YouTube est un coach. Ouais. Et crois-moi, hein, j'en vois un paquet là, quand je suis en formation, qui me dit ah mais j'ai appris avec YouTube, avec machin et tout. Putain, pour leur casser leurs erreurs et qui me disent ouais mais ça me fait mal là, ça me fait mal là. Mais oui, mais tu le fais mal, mais tu peux pas apprendre tout seul à un moment donné, stop quoi. Tu vois? Oui, surtout que la préparation physique évolue actuellement et devient de plus en plus technique. C'est ça aussi qu'il faut que parce que tout le monde c'est en train de comprenne. devenir un vrai métier le préparateur. Voilà, ça devient de plus en plus technique et c'est plus la préparation physique basique d'il y a il y a 10, 15 ans, 20 ans, ça a beaucoup évolué ces dernières années et le fait de travailler sur le plan technique, bon ben à un moment donné, si on veut acquérir et éviter toutes les erreurs et problèmes qui peuvent apparaître, il faut prendre un coach, il faut prendre quelqu'un qui soit compétent, ça paraît évident. Et puis surtout, il y a des choses où des fois, enfin maintenant les kettlebells, tout le monde connaît, tout le monde a intégré, tout le monde machin. D'accord? Alors la première chose que je demande quand un mec qui fait un mouvement, tu sais à quoi ça sert? Ben non. Mais alors pourquoi tu le fais? Tu fais un truc, si ça se trouve, qui va rien t'apporter, mais tu le fais parce que c'est la mode ou parce que ci ou parce que ça. C'est incohérent, c'est incohérent. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, voilà, il y a un phénomène de mode qui s'installe, les gens suivent. Parce qu'un tel, il a fait ça, on va le faire. Donc, tu vois, à ta génération, si un jour, tu avais foutu une kettlebell avec Oscar De La Hoya, peut-être qu'aujourd'hui, tous les boxeurs utiliseraient une kettlebell. Ouais, c'est possible. Mais c'est même sûr, tu vois. Et c'est là où, voilà, moi, ce que je condamne un petit peu, c'est ce côté YouTube où les gens, en fait, qui y aillent pour s'inspirer, pour trouver quelque chose de nouveau, mais qu'après, va chercher un coach qui va t'apprendre. T'apprends pas la gymnastique par YouTube, t'apprends pas l'haltérophilie par YouTube. Par contre, les kettlebells, t'es sûr que tu vas apprendre tout seul par YouTube. Et j'en ai combien qui sont fusillés des épaules, qui sont fusillés. Et je vois des boxeurs, des fois dans des salles qui utilisent des kettlebells, et j'ai mal pour eux.
parce que je les vois faire et je me dis, putain, s'il se blesse, lui, sa carrière de boxe, elle est foutue, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors que c'est un super outil quand il est bien utilisé. Donc, on en revient à la préparation physique, à ce qu'on disait. Tu disais que ça devient de plus en plus technique. Bah ouais, parce que je pense que, comme on dit, ça devient vraiment un métier à part entière, la préparation physique, et que le préparateur physique, il doit être calé techniquement. Technique, ça veut dire gage de sécurité, amélioration de la performance. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Donc, c'est vrai que quand on a créé le knockout conditioning, tu savais utiliser une kettlebell. On n'est pas parti sur un truc, tu t'es dit, ouais, génial, l'idée, elle est bonne, on va faire ça. Tu savais. Non, il y a beaucoup de travail derrière. Voilà. Tu as été obligé de te former, de te dire, bon, bah voilà, je vais apprendre l'outil pour le comprendre déjà, savoir à quoi ça sert et comment je peux l'appliquer. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, c'est. Et aujourd'hui, oui, bah, je pense que voilà, le préparateur physique est indispensable à la boxe, mais comme dans plein d'autres sports, bien qu'il y a des sports, comme je l'expliquais dans ma dernière interview, comme notre sport, le kettlebell sport, le préparateur physique, malheureusement, il n'a pas encore sa place parce que bah, le préparateur physique, c'est le coach. Hein. On est dans des sports vraiment qui sont très particuliers, très spécifiques, très spécifiques. Ouais, très spécifiques. Et que tu viens avec toutes les connaissances de préparateur physique que tu peux avoir. Si tu n'as pas pratiqué cette discipline, tout ce que tu feras, ça servira quasiment à rien en fait. Parce que déjà, tout se fait à 80% avec les kettlebells. Donc bah là. Bah oui, voilà, bah oui, bien sûr. Partant de là. C'est la préparation physique intégrée. Donc, c'est ça, je crois que c'est le terme, préparation physique complètement intégrée. Quoi. Ben, de toute façon, bon, depuis de nombreuses années, on évolue dans cette direction, hein, dans beaucoup de sports. Quoi. Bon, après, il faut faire parfois la part des choses, mais bon, à un moment donné, bon, ben, il faut chercher un minimum d'intégration pour viser les transferts, tout simplement, parce que sinon, à quoi ça sert, hein, c'est bien beau, bon, d'être en super condition physique, mais si la performance, elle n'est pas dans la salle d'entraînement, elle doit se concrétiser après sur le terrain de compétition. Et ben, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant parce que je pense que beaucoup sont des champions de salle et qui pensent qu'il faut se foutre par terre à la salle pour être meilleur le jour. C'est pas si simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Ouais. C'est clair. Tout doit être bien dosé, tu vois. Je pense que voilà, encore une fois, je parle beaucoup et ce que je dis, c'est des réflexions. J'ai pas ton parcours, j'ai pas ton vécu, mais je pense que voilà, la préparation physique, c'est comme une sauce de salade. On met de la mayonnaise, on met de la moutarde, pardon. On met du vinaigre, on met un petit peu de l'huile. Par contre, si on met trop d'un truc, c'est dégueulasse. Mais si on trouve le bon équilibre, c'est parfait. C'est vrai. Et voilà, et la prépa, c'est la même chose, quoi. Tu le disais tout à l'heure, si ton boxeur, tu le mets capoute en préparation physique, il fait quoi sur le ring derrière? Et là, le coach, il te dit, allez, dégage, tu sers à rien. Arrête de me le tuer. Non, il faut le booster. Voilà, et moi, j'avais donné une image à Saber, je m'en rappelle, en lui disant, voilà, t'inquiète, pour moi, la vision de la préparation physique, c'est ça. C'est-à-dire que la Formule 1, c'est le boxeur. Toi, t'es le pilote, moi, je suis le garagiste. Tu me dis gonfle les pneus, je gonfle les pneus. Mais c'est toi qui décides. Tu me dis ce qui va pas et moi j'ajuste. Donc, mais pour ça, voilà, je pense que vraiment, l'idéal, c'est d'avoir un coach et un préparateur physique qui sont en fusion. C'est l'idéal. Voilà. Et qui suivent le boxeur de A à Z. C'est-à-dire que même pendant les mises de gants, le préparateur physique, il va avoir des choses physiques. L'autre, il va avoir des choses techniques. Toi, par exemple, en tant que préparateur physique, tu vas voir, putain, il n'est pas sur ses jambes, là. L'autre va dire, putain, ça ne frappe pas, il pivote pas assez. Tu vois, la partie technique et la partie physique va intégrer. Et les deux vont dire en même temps, je crois qu'il manque d'explosion. Voilà. Et toi, tu vas bosser l'explosion. Ça, ce serait l'idéal. Mais, enfin, ça existe peut-être, hein, mais. Oui, on le fait de temps en temps quand on a la chance de pouvoir le faire. Quoi. Ouais. C'est ce que j'ai fait, par exemple, avec Zepeda, en travaillant avec Roberto Alcazar, parce que Roberto Alcazar, il a appris aussi à me connaître au fil des années, et bon, il a une confiance à 100%. Dans ce que je fais, quoi. Et donc, donc la plupart du temps, Roberto est présent aux séances de prépa physique que je fais. Il voit ce que je fais. Et moi, je suis présent à l'entraînement de boxe qui s'enchaîne, peut-être pas à toutes les séances, mais à de nombreuses séances, je suis présent.
Je pense que vraiment, pour observer, pour voir un petit peu comment les transferts se font, s'il n'y a pas d'interférence négative. Bon, ça paraît un petit peu logique. Ouais, ah ouais, mais c'est l'idéal, c'est l'idéal, c'est l'idéal. Il faut que préparateur physique et entraîneur de boxe, bon, ils devraient bosser main dans la main parce que bon, puis un entraîneur de boxe, même s'il a des compétences en préparation physique, parce qu'il y en a qui connaissent aussi, qui ont une bonne expérience et tout ça, mais on peut pas tout faire. Le boulot, il faut se focaliser sur un domaine. Voilà, il faut vraiment se spécialiser un maximum, du moins à haut niveau, parce que bon, après tout se fait sur des détails, hein, et là c'est pas toujours facile de choper tout de manière ultra précise. Et toi, avec Oscar, quand tu étais avec lui, avec le coach, vous étiez arrivé à avoir cette symbiose au bout d'un moment? Ah oui, au bout d'un moment, oui. Là, il n'y avait pas de souci. Ça a réussi à se faire quelque part, le boxeur. De toute façon, il fallait, on était en camp d'entraînement, puis on vivait tous ensemble, en fin de compte. On mangeait ensemble, on discutait beaucoup. Bon, donc là, ça facilite les choses, quoi. Et puis bon, on est aussi en camp d'entraînement, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui manque, ça. C'est difficile, c'est toujours difficile à mettre en place parce que c'est bon, il faut des budgets, il faut des sponsors. Donc quand on est hors organisation comme ceci, c'est moins évident parce que la disponibilité de chacun avec les boulots de chacun et tout ça, il faut que ça se concorde. C'est pas évident. C'est sûr. C'est difficile. Et bon, à certains moments, c'est possible. Je suis sûr, c'est possible. C'est une question de volonté. Après, c'est vrai que en France, si ça se faisait des trucs comme ça, je pense que voilà, on pourrait vraiment améliorer le niveau de la boxe en France. Parce que tu vois, regarde, aujourd'hui, plein de boxeurs, ils partent aux États-Unis pour aller se préparer. On peut le faire en France, hein. Oui. Mais il faut avoir les moyens, encore une fois, quoi. Oui, c'est clair. Il faut mettre les moyens en place. Ce principe de camp d'entraînement où pendant tant de durée, le boxeur, il est sorti de son cadre de vie et il est en camp d'entraînement, quoi. Il bouffe de ça du matin au soir. Et là, forcément, tu es obligé d'avoir des résultats. C'est sûr. Mais bon, ça serait changer encore les choses et je pense que c'est très difficile. C'est dingue parce qu'on a quand même un sport comme la boxe qui est très connu, que tout le monde aime. Et quand on voit le nombre de licenciés en France, surtout après les derniers JO, là, ça a boosté incroyable. Quand on voit le nombre de licenciés, quand on voit le nombre, comment ça revient de plus en plus à la télé avant Canal+. Voilà, aujourd'hui il y a l'équipe 21, machin, il y a beaucoup de chaînes qui diffusent des beaux combats. Et en fait, le boxeur professionnel, c'est un amateur. Enfin, dans sa vie, quoi. C'est un amateur. Il va travailler, il se prépare le soir et voilà. Et si on avait donc un petit peu ce que tu dis, voilà, comme aux États-Unis où on sortait les gens pendant tant de périodes, ils vont plus travailler, ils font que ça. Mais on aurait un niveau de boxe incroyable. Maintenant, ceci dit, aux États-Unis aussi, il y a eu une régression à ce niveau-là, parce qu'il y a eu au début des années 2000, beaucoup de boxeurs organisaient des camps d'entraînement. Maintenant, moi, je reconnais, maintenant, avec Zepeda, sur les 4 combats qu'on a fait ensemble, une seule fois, il a pu se faire un camp d'entraînement. Une seule fois. Sinon, on était systématiquement, moi, je me déplaçais où il s'entraînait. Et puis après, une fois l'entraînement terminé, je rentrais chez moi. Le lendemain ou sur le lendemain, je me déplaçais à nouveau et on faisait des navettes. Et maintenant, il y a moins de sponsors. Alors maintenant, ça dépend. Pour le boxeur qui a un nom et qui a déjà fait ses preuves, là, lui, il n'a pas de souci. Mais notamment, c'est surtout pour tous les jeunes. Les jeunes, il y a quelques jeunes, c'est vraiment des véritables bombes. Mais bon, ils s'entraînent à coups de lance-pierre, quoi. C'est difficile, très peu de budget. Et puis derrière, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a certains managers, des promoteurs, notamment des gros promoteurs, ils veulent rien lâcher.
Ouais, Et c'est c'est pas parce triste. qu'on va aux États-Unis, bon, aller voir Golden Boy Promotion, boum, ça y est, on va choper le chèque, ça n'existe plus, ça. Ouais. Hors de question, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, il lâche rien, il lâche rien. Ouais, parce que beaucoup de gens, en fait, se font de l'idée des Non, États-Unis non, mais là, c'est ça, comme là, quoi on va c'est, là-bas, on va boxer, non, on va. non, 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 c'est la jungle, c'est la jungle, c'est très, très difficile. Maintenant, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup, beaucoup de boxeurs, et puis beaucoup de boxeurs qui ont la dalle. Ils ont réellement la dalle, les Mexicains, les Portoricains, tout ça. Il y en a qui se baladent à droite, à gauche, qui sont installés sur Los Angeles, Las Vegas, ou en Floride. Bon, Floride, là, la boxe, là, je connais moins, j'y vais pas, mais c'est très très difficile. Hein. Moi dernièrement, là ces derniers mois, j'ai eu l'occasion bon de passer plusieurs fois chez Mayweather à la salle. Bon, bon, donc aux heures d'ouverture normales, quoi, dans la salle. Bon, il y a deux rings plus tous les sacs derrière. Bon, t'as 20 entraîneurs et 20 boxeurs qui bossent en même temps, bon, qui jouent des coudes un peu pour avoir leur Ouais, espace pour s'entraîner. Et il y a rien de, c'est un petit peu l'anarchie, quoi, en fin de compte. ouais, Il y a rien de structuré. Après, le boxeur qui vient de finir sa leçon de boxe avec son entraîneur, ben, il finit par faire quelques pompes ou des abdos, des crunchs. Il n'y a aucune structure, il n'y a aucun programme, il n'y a rien du tout. Tout le monde s'entraîne, bon, ben, un petit peu comme ça, quoi. C'est l'anarchie un petit peu. Il n'y a rien de structuré. Et bon, le Français qui veut aller s'entraîner aux États-Unis, il a intérêt à bien s'entourer, à faire très attention, parce que là, il risque de se planter très très fort s'il n'anticipe pas, s'il s'organise pas. Parce que là, il va tomber de haut. Il va tomber de haut. ouais, parce que beaucoup de gens se font. Ouais. J'ai déjà vu, hein, parce que bon, bah c'est bien, c'est vrai que Ça fait rêver. ça fait rêver, Ouais. c'est normal, c'est bon, et il peut y avoir des très bons côtés, quoi, mais bon, c'est une sacrée jungle, et oh là là, attention, attention. Ouais, parce que si tu veux, voilà, Mm, le français, mm, comme tout le monde, et c'est normal, on voit les mm, États-Unis, on voit enfin mm, voilà, les gens voient la réussite, la mm, boxe, mm, machin, on va là-bas, mm. mais c'est pas ça finalement. Non, non, donc c'est devenu très, très difficile, Ça a très, très beaucoup changé difficile. par rapport à l'époque où tu es rentré, toi, aux États-Unis, Ouais. et maintenant. Ouais, ouais, ça a changé, ça a changé. Il y Ouais, a une évolution et pas vraiment positif. Hein. ouais, C'est bon, comme je disais tout à l'heure, bon, bah tout ce qui est sur l'aspect physique, bon, maintenant, bon, les gars, la plupart s'entraînent par eux-mêmes, quoi. Ils veulent ouais, plus il y en a très peu de coachs physiques qui sont là ou qui sont bon. Qui ont la chance donc d'avoir des contrats. Sinon, c'est des boulots vraiment qui sont pas du tout sécurisés, quoi. Ça va durer quelques semaines, ouais. enfin le temps d'un camp d'entraînement, puis après, bon, on est dans la nature, quoi. On essaye de trouver autre chose. Non, ça c'est devenu difficile, quoi. Et puis les entraîneurs de boxe, comme je disais aussi, bloquent pour certaines raisons. Hein, bloquent de plus en plus, hein, ça les intéresse pas, ou ils font pas confiance. C'est un problème de confiance en fin de compte. Mhm. Et bon, c'est comme ça, quoi. Et tu penses que c'est uniquement dans le milieu de la boxe ou ça touche beaucoup de sports comme ça aux États-Unis? Non, plutôt le milieu de la boxe, il me semble. Hein, non, il y a moins de problèmes. Bon, il y a moins de problèmes dans les. Mais bon, maintenant, ça dépend à quel niveau. Dans le milieu sport professionnel, un très haut niveau, il n'y a pas ce genre de problème. Même au niveau du collège, c'est le sport universitaire. Parce il y a des gens qui ont des contrats, qui sont payés discipline par discipline. Ouais, Mais bon, maintenant, dans les offres d'emploi aux États-Unis concernant le coaching dans le sport de compétition, que ce soit en collège, le collège, c'est sport universitaire. Euh, euh, ce sont des coachs de spécialité qui sont recherchés. J'ai quasiment jamais vu des propositions, des ouvertures de postes, conditioning, préparation physique. Il y en a quasiment pas. ouais, Il n'y a pas d'ouverture, j'en vois pas. Là, depuis 3-4 ans, j'en ai pas vu. Et il y en a peut-être dans certains sports, mais bon, c'est en priorité des positions spécialisées, techniques.
Donc là, c'est un problème parce que quand on voit au niveau des écoles, high school, notamment les jeunes athlètes, parce que le football, baseball, etc., c'est très développé, et la préparation physique, il y a des petites séquences de préparation physique, mais techniquement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Les gens qui interviennent n'ont aucune compétence. Ils sont pas formés. Ce sont souvent des profs de gym, des PE teachers, physical education, qui sont mauvais, et les jeunes ont pour la grande majorité, s'ils sont pas en club privé ou en club où ils font pas quelque chose à l'extérieur, financé par les parents, ils ont des bases catastrophiques. Techniquement, sur des bases pour comment faire des squats correctement, comment faire des pompes correctement, ça paraît tellement basique et il y a un minimum de technique. Mais c'est comment faire des abdominaux correctement, mais ils savent pas. C'est un problème, mais bon, c'est comme ça, quoi. Bah, écoute, ça fait déjà un peu plus d'une heure. Ouais, le temps passe. Ce qu'on va faire, c'est que s'il y a des gens qui ont des questions, bah, vu que le live va être enregistré, ils pourront les poser, puis tu leur répondras. Oui, bien sûr. Et puis voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir Dominique en France. Hein, c'est pas évident. Il vit aux États-Unis maintenant. Ça fait combien de temps que tu vis là-bas? Oula, moi, je suis parti aux États-Unis en 95, donc ça fait plus de 20 ans. J'étais revenu deux années sur la France. En 2002, 2003, j'étais en France. Et après, je suis reparti. Donc, il y a plus de 10 ans, je suis reparti aux États-Unis. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit live parce que ça faisait un petit peu l'opportunité qui vous parle un petit peu de la boxe donc aux États-Unis, de la préparation physique en elle-même avec son expérience et une grosse expérience. Donc voilà, j'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à le partager et si vous avez des questions, posez-les et il vous répondra. Avec plaisir, plaisir. Je te remercie en tout cas, Dominique, de leur avoir fait bénéficier de ça, moi aussi. C'était sympa. Et puis je vous dis à la prochaine. À bientôt.